Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans notre 5e série Ma santé au naturel, en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre Mes remèdes phyto au quotidien aux éditions Erol, en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast, pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre, Les bienfaits insoupçonnés de l'argile, avec le professeur Michel Rotureau aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la mononucléose, autrement dit du virus d'Epstein-Barr, et de comment vivre en paix, on peut dire, avec ce virus et peut-être booster notre immunité pour aider à accompagner cette phase-là, que ce soit en phase aiguë ou au long cours. Alors évidemment, pour parler de tout cela, je suis aujourd'hui en compagnie, vous le connaissez bien, du docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un sujet pas très rigolo parce que les gens qui ont expérimenté la mononucléose et le virus, qui est la même chose que le virus d'Epstein-Barr, je le disais en introduction, sont en général des gens qui n'ont pas forcément un bon souvenir de cette phase-là la plupart du temps. Je rappelle quand même quelques chiffres. On estime que 80% des adultes sont porteurs du virus EBV et 20 à 30% sont excréteurs asymptomatiques du virus. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas forcément justement un bon souvenir, ce sont pour les personnes qui ont eu à un moment de leur vie une crise quand même aiguë. Ce qui a été mon cas personnellement et ce qui a été aussi votre cas, docteur, je crois, pendant vos études de médecine. Et oui, au tout début, qui a failli faire que je ne sois pas là à vous parler de médecine aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans votre... Vous étiez étudiant dans les premières années de médecine ? Tout à fait, oui, j'étais étudiant, épuisé d'avoir passé mon bac, épuisé d'avoir préparé les concours en médecine. Et en 2e année de médecine, à l'occasion d'un travail saisonnier avec des enfants handicapés, eh bien, j'ai été soumis à leur postillon et j'ai fait une forme assez compliquée de cette mononucléose qui m'a bouffé tout mon été, donc j'ai pas eu de vacances, même si c'était des vacances travaillées. Et puis avoir de la fièvre quand il fait très chaud dehors, je peux vous assurer que c'est très dur, surtout quand ça dure longtemps. Voilà, et puis ça a failli mettre en péril mes études parce qu'à un moment donné, je dormais 20 heures par jour et faire médecine quand on dort 20 heures par jour, c'est quasiment impossible. Et finalement, vous avez quand même réussi. C'est à ce moment-là que vous avez découvert d'autres solutions, d'autres façons de vous guérir ou pas véritablement ? Alors c'est à ce moment-là, oui, justement, vous faites bien de le dire, c'est là où j'ai rencontré l'endobiogénie et que les hasards de la vie m'ont amené à devenir le patient du docteur Christian Durafour, qui est donc le père de l'endobiogénie et qui m'a tout appris sur la pratique que j'ai actuellement. Il a sauvé ma médecine, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour faire mes 3 premières années, puisque j'ai mis 6 ans pour faire mes 3 premières années, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu lourd.
Et ensuite, vous êtes sorti lauréat, donc voilà, comme quoi... à la fin, j'ai eu un premier prix national sur ma thèse de médecine. Vous êtes bien rattrapé. Voilà, tout à fait. Ça a été un long combat, c'était assez dur, et, parce que j'ai eu un traitement assez long. Il faut savoir que j'ai perdu 17 kilos sur la première année, ce qui a été aussi très difficile à gérer au niveau de la reprise de l'activité physique, de toutes ces choses-là. Oui. Mais bon, on s'en sort, il faut être vaillant, quand on tombe, il faut se redresser et repartir. On peut dire peut-être que d'une certaine manière, c'est grâce à ce virus que vous vous êtes mis sur la piste de la médecine endobiogénique. Ah, totalement, parce que j'avais aucune notion de l'existence de cette médecine auparavant. Et pour rentrer dans la petite histoire, parce que les gens aiment bien la petite histoire, mais il se trouve que ma sœur s'est retrouvée au chômage et c'est à ce moment-là qu'elle a été embauchée comme secrétaire médicale dans ce cabinet. Donc c'est elle qui m'a permis d'accéder à Christian Durafour et donc il m'a suivi pendant... il a été mon médecin traitant pendant de nombreuses années. Il m'a sorti de là. Il faut savoir que en dormant beaucoup avec les cours, le traitement qu'on m'avait proposé, c'était des antidépresseurs et des anxiolytiques que je n'ai pris qu'une semaine et qui ne correspondaient pas du tout à la problématique de fond du moment. Oui. Et voilà, donc en partant sur une autre approche, une autre écoute aussi et une autre façon d'examiner, il est apparu plein de choses qui ont été prises en charge et qui, avec des outils naturels, m'ont permis de reprendre l'énergie nécessaire pour finir mes études. Eh ben, on a de la chance d'une certaine manière parce que c'est aussi tout ça que vous allez nous transmettre évidemment aujourd'hui, parce que vous êtes passé par là il y a longtemps déjà, mais quand même. Alors la mononucléose infectieuse, on l'appelle aussi la maladie du baiser, notamment chez les jeunes. Chez les moins jeunes, c'est une affection virale due au virus d'Epstein-Barr, je le disais, c'est de la famille des herpès, du zona, tout ça sont des cousins, varicelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu mieux de ce virus, justement, de cette famille de virus ? Et puis, vous parliez un peu en tâche de fond aussi du diagnostic, parce que les symptômes peuvent ressembler à d'autres maladies. D'ailleurs, vous avez été sous dans antidépresseurs avant d'avoir un diagnostic plus fiable. Et donc, on peut la confondre avec autre chose. Oui. Voilà. Avec, alors, déjà, le virus Epstein-Barr ne donne pas toujours une mononucléose. Beaucoup d'enfants l'attrapent, ce virus, sans aucune manifestation. Donc, ils sont asymptomatiques. Et c'est pour ça que les enfants peuvent être contaminants, justement. Et c'est dans le cadre en travaillant avec des enfants handicapés, que j'ai attrapé cette maladie. En fait, quand on arrive jeune adulte, on appelle ça la maladie du baiser profond. Parce que quand on fait ces premiers gros bisous d'amoureux, ceux qui n'ont pas été contaminés, c'est là qu'ils peuvent être contaminés. Et donc, ça donne une grosse angine. Donc, ça peut être pris pour une angine très fébrile ou qui monte très très fort en température et qui peut durer jusqu'à 14 jours. Donc, c'est assez... Normalement, une angine, ça dure 4 à 8 jours grand maximum et on monte rarement à 39. Ou si on est à 39, c'est sur une journée ou deux grand maximum. La particularité de cette angine Epstein-Barr, c'est que sur le bilan sanguin, il y a des globules blancs qui s'appellent les monocytes montent. Et c'est pour ça qu'on parle de mononucléose. Donc c'est simplement une infection virale où ces globules blancs qui en général ne bougent pas beaucoup sur les prises de sang montent. Donc ça, c'est vraiment le signe de cette mononucléose. Le deuxième signe important, c'est que comme on croit que c'est une angine, on vous donne des antibiotiques. Et quand on vous donne une pénicilline, vous faites une réaction cutanée majeure que certains prennent pour une allergie, qui n'a rien à voir avec une allergie. C'est simplement une réaction auto-immune à la pénicilline par rapport à la mononucléose et qui fait porter par défaut le diagnostic de mononucléose. Donc j'ai bénéficié de ça aussi, avec tout ce qui va avec ces éruptions, les démangeaisons et toutes ces choses. C'est un virus qui fait partie de la famille des virus herpès, effectivement. Donc, il donne une autre forme que l'herpès, mais ceux qui ont de l'herpès savent très bien que l'herpès se cache et revient, il se cache, il revient, il se cache, il revient. Et ça dépend beaucoup de notre immunité. Et il se trouve que l'Epstein-Barr, on le soupçonne beaucoup d'agir de cette façon-là sur des cycles très longs, qui seraient sur 5 à 7 ans à peu près. Et quand on a eu un Epstein-Barr, on a souvent toutes les 5 à 7 années des périodes de grande fatigabilité qui peuvent venir, qui peuvent s'installer. Ce qui est important, c'est que les dernières recherches, dans ce que j'ai pu lire, suspectent que l'Epstein-Barr peut être responsable de certains cancers et il peut être responsable également de la sclérose en plaques.
J'ai rencontré effectivement des médecins hors antenne, pas forcément dans le cadre de Métamorphose ou à l'occasion d'autres interviews, qui disaient que c'était vraiment quand même un méchant virus, entre guillemets. C'est un virus qui n'est pas sympa quand il prend de la place. Déjà, l'herpès, c'est pas sympa en soi, parce que quand ça sort, c'est douloureux, mais en soi, c'est pas méchant, sauf dans des formes où les gens ont vraiment une immunité très très faible. Et dans le cadre du HIV, avoir de l'herpès, c'est un vrai problème. Mais autrement, quand on a une immunité normale, c'est témoignage d'un coup de fatigue. Et l'herpès, par exemple, il sort souvent après des moments où on a donné beaucoup d'énergie pour lutter contre des agressions. C'est au moment où on va se poser sur cette agression que l'herpès sort. Donc c'est vraiment le témoignage d'une fatigue accumulée. L'Epstein-Barr, c'est plus pernicieux parce que c'est pas une éruption qui sort. Ça va se manifester par des signes qui peuvent être plus ou moins frustres, mais qui vont s'accompagner d'une très très grosse fatigue qui qui signe des difficultés d'adaptation de notre organisme dans ce moment-là. Les résurgences de l'Epstein-Barr sont peut-être induites par d'autres virus, donc c'est à l'occasion d'une autre contamination qu'on peut faire ça. Et pour ma propre expérience personnelle, dont je me serais bien passé, c'est que j'ai fait une infection au Covid, comme beaucoup d'entre nous, qui n'a duré que 2 jours. Mais pendant 2 jours, j'ai eu des douleurs dans les jambes. Je n'ai eu que ça comme signe. Et ces douleurs, certains parlent de névralgie. Moi, je suis quasiment certain que ce sont des douleurs de sclérose en plaques. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour lutter contre ça. Et heureusement, pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Alors évidemment, on a parlé de la maladie du baiser profond. Aussi, quand les jeunes s'échangent des verres ou les moins jeunes, on peut attraper... Bien sûr. Mais si on fait le distinguo avec le baiser profond, c'est qu'a priori, du moins ceux qui nous ont marqué ça dans nos livres de médecine, pensent qu'un baiser simple n'est pas forcément très contaminant, c'est surtout à l'occasion d'un baiser profond. Moi, ce qui me concerne, c'est surtout des postillons d'enfants. Donc voilà. Les enfants peuvent être très très contaminants alors que eux, ils ne présentent aucun signe. Ça, c'est la force de l'enfant, c'est du développement de l'immunité. Donc il y a toutes les choses qui font que c'est bien. Et en général, je pense que les infections qui sont attrapées très tôt dans la vie sont beaucoup moins problématiques que celles qu'on va attraper plus tard dans notre vie. Il peut y avoir d'ailleurs des cas de mononucléose assez graves, c'est-à-dire où ça prend des proportions plus importantes avec des problématiques de foie, des choses comme ça. Oui, ou des problématiques de pancréas également. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait perdre tout ce poids-là, bien sûr. Donc, il laisse après des fragilités qui peuvent rester plus ou moins longtemps dans la vie des personnes et être très invalidantes, effectivement. Alors, on parlait du diagnostic tout à l'heure. Comment faire ? Quelles analyses faut-il faire ? Est-ce que ce sont des examens particuliers ou une simple prise de sang avec demande de recherche du virus suffit ? Oui, on demande une sérologie. Et donc, dans une sérologie, on va voir des anticorps apparaître. Si ce sont des anticorps de type IgM, ça témoigne que l'infection est récente. Et donc, si vous avez une angine concomitante à la montée de ces fameux IgM, avec en plus des monocytes qui montent sur la formule sanguine, le diagnostic il est quasiment fait. Vous avez beaucoup de ganglions quand vous avez une mononucléose. C'est aussi une chose qui est très présente, donc qui peut être surprenante aussi. Parfois, les ganglions sont gros et peuvent faire peur. Et on peut penser à d'autres maladies du sang plus graves. Or, ce n'est que la mononucléose. Dans ces anticorps qu'on va faire, on a dosé également des IgG. Et les IgG vont témoigner de l'ancienneté de l'infection. D'accord. Donc, quand vous avez des IgM sans IgG, l'infection est très récente. Quand vous avez des IgM avec des IgG, l'infection est récente mais elle est déjà là depuis un petit peu de temps, parce que les IgG apparaissent. Et quand vous avez plus d'IgM et que des IgG, vous êtes dans une cicatrisation immunitaire de l'infection. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs d'anticorps qui sont là pour nous protéger. Et c'est pour ça que la maladie, normalement, on ne la refait pas. Mais visiblement, il ne nous protège pas forcément des résurgences du virus qu'on a en nous, parce que les virus de cette famille, on ne sait pas les détruire. Notre corps ne sait pas les détruire. La varicelle aussi, ça fait partie de la même famille. Et par exemple, pour la varicelle, quand ce virus revient, c'est le zona. Mais c'est le même virus que celui de la varicelle. Donc ces virus-là, que ce soit l'herpès, la varicelle, le Epstein-Barr, sont des virus qu'on ne sait pas détruire, comme la grande majorité des virus, mais qu'on va renfermer dans des coffres forts, on va dire. Et ces virus, normalement, ne peuvent plus sortir de ces coffres forts. Et c'est toujours à l'occasion des petites baisses immunitaires qui reviennent. D'accord.
Et on va voir évidemment comment est-ce qu'on peut les enfermer dans ces coffres-forts pour les tenir un peu à carreau. Mais avant d'en arriver là, comment évolue la maladie ? Quels sont les symptômes les plus importants ? Et puis dans le temps, et puis combien de temps ça dure ? On entend parfois que certaines mononucléoses peuvent durer 2 ans. En fait, quand on est porteur du virus, on l'a toute la vie. Donc, 2 ans avec des symptômes, je veux dire, avec des grandes fatigues. Et on a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc, il y a des symptômes qu'on peut rattacher ou des maladies qui apparaissent qu'on pourrait rattacher à ce virus-là. C'est encore à confirmer, mais il y a de plus en plus de pistes qui nous amènent là-dessus. Mais sur la phase aiguë, ça va être beaucoup de ganglions, beaucoup de fièvre, une grosse angine, une fatigue énorme. Et dans la convalescence, essentiellement une fatigue très importante qui entraîne une hypersomnie. Donc très difficile de lutter contre, où on va dormir beaucoup, dormir et encore dormir. Et le simple effort de se réveiller est trop fatigant, donc on retourne se coucher. C'est un peu ça la vie dans cette convalescence-là, qui est assez surprenante parce qu'a priori tout va bien, sauf qu'on est envahi de cette fatigue et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça, quand on va travailler évidemment sur le terrain et sur l'immunité, on va essayer de lutter, entre guillemets, contre ça. Oui, parce que cette fatigue, elle est en fait le témoignage du coût énergétique que représente la lutte contre ce virus. Et notre organisme va mettre toute l'énergie dans la réparation. Et donc, il a besoin de beaucoup se réparer et donc de dormir de façon importante pour cette réparation. Donc, en fait, si on vient soutenir l'organisme dans ses capacités de défense, si on vient soutenir son métabolisme, on va raccourcir cette durée de convalescence qui est très, très longue et qui peut aller jusqu'à 2 ans. Ça peut donc mettre en place complètement des échecs scolaires majeurs à une période charnière dans nos choix. Parce qu'en fait, dans notre vie, on passe le bac et puis après, il faut vite choisir et après, on est coincé dans des systèmes. Donc, quand on tombe malade à ce moment-là, c'est quand même assez problématique pour l'avenir carrément de la personne. Donc, oui, puis en plus, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que chez les jeunes et les adolescents, vous avez raison de le souligner, comme ça peut être confondu avec un état un peu plus léthargique de l'adolescence, on peut aussi passer à côté en disant il est tout le temps sur le canapé, il a besoin de dormir, il est mou, et puis essayer de houspiller un peu l'enfant en disant un peu de nerfs, que diable, et puis alors qu'en fait il ne peut pas. Il ne peut pas, il se met dans une dynamique d'échec, donc il se met dans une dévalorisation de lui-même, il peut rentrer dans une dépression, il peut rentrer dans plein de choses, c'est très anxiogène. Alors il faut savoir qu'on est très très fragile, et c'est pour ça que la mononucléose en tant que telle apparaît au premier baiser, c'est-à-dire à l'âge où on est en train de finir sa croissance, et on est très fatigué par sa seule croissance. C'est pour ça qu'il y a une certaine léthargie chez nos adolescents qui sont capables de se lever pour prendre une boîte de soda dans le frigo, mais qui vont la laisser poser à côté du canapé. Et on aura beau leur dire 3 fois de jeter la canette à la poubelle, elle restera là. Mais en fait, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est qu'il y a vraiment cette grosse léthargie qui est là. Et de cette fatigue, plus ce qu'on demande aux élèves pour obtenir leur bac, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de bachotage, beaucoup de travail intellectuel qui est majeur, plus le travail qu'on va leur demander quand ils rentrent dans les classes de sélection, les prépas de sélection, où en France on est très maltraitant avec nos étudiants. Enfin, moi je suis désolé, mais il y a des pays où ça se passe autrement et il y a beaucoup moins de maltraitance. On voit beaucoup de jeunes, et moi je suis extrêmement malheureux quand je vois au cabinet des jeunes qui sont dans des échecs d'entrée à l'université, alors que ce sont des personnes brillantes, ce sont des personnes travailleuses, mais qui vont être mises dans la dévalorisation. Alors si en plus de tout ça, vous attrapez la mononucléose, c'est bingo. Double peine. Voilà, c'est double peine. Donc en fait, ce temps de léthargie qu'on peut voir chez l'adolescent, quand on a 20 ans, 22 ans, c'est plus normal, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans cette léthargie. Normalement, on doit rentrer dans notre dynamique active, on a fini de grandir et on rentre dans notre dynamique de restauration globale. Très bien. Alors du coup, je ferme la parenthèse parce que j'étais partie sur les adolescents en particulier. Est-ce que, une petite question encore au passage, est-ce qu'on est contagieux pendant ces 2 années-là où on est dans cet état léthargique ou pas forcément ? Pas forcément. Il y a des personnes qui vont être contaminantes, il y a des personnes qui vont être sans symptômes qui vont être contaminantes. C'est celles qui sont les plus problématiques parce que quand on est contaminé, puis de toute manière, quand on est dans l'état d'une mononucléose, on ne va pas faire beaucoup de baisers profonds, je peux vous dire, parce qu'on est tellement fatigué qu'il y a autre chose à faire. Dormir. Voilà. Donc
voilà, dans les phases aiguës, bien sûr qu'on peut être contaminant. De mémoire, et ça c'est un petit peu loin dans ma mémoire, mais je pense qu'entre la contamination et l'expression de l'angine, il se passe à peu près 4 semaines, voire un peu plus. Et c'est dans cette période-là où on va être contaminant pour les autres. On n'aura aucun symptôme. On le sait pas. Voilà. Et là, on contamine, et après on tombe malade, et après on a notre immunité qui se met en place, et là on n'est plus contaminant. Alors évidemment, on a envie de savoir quelle stratégie au naturel on peut mettre en place pour accompagner. Déjà, est-ce qu'il y a des traitements allopathiques qui ont fait leurs preuves en général? Qu'est-ce qu'on donne? Pas spécialement, puisqu'en fait, il y a cette grande fatigue. Bah oui, globalement, on va traiter l'angine. Moi, en fait, le médecin que j'avais eu à l'époque, après m'avoir mis la pénicilline, il était bien embêté. Donc, en fait, il m'a mis de la vitamine C essentiellement. C'était un médecin classique. C'était mon médecin de famille de l'époque, qui me connaissait bien. Non, classiquement, on attend que ça passe et on va calmer les douleurs. Donc, on peut donner du paracétamol, on peut donner des choses comme ça. À mon avis, c'est pas la meilleure des stratégies. On gardera le paracétamol si on est vraiment dans des douleurs majeures, mais si on peut faire autre chose, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'il faut, c'est non pas supprimer les symptômes, mais aider cet organisme qui est en fragilité fonctionnelle, qui a été envahi par ce virus, m'a donné à cet organisme les éléments pour pouvoir lutter contre ce virus, comprendre pourquoi il était dans cet épuisement-là et aller le booster pour le relancer. Donc c'est là où toutes les plantes adaptogènes sont très intéressantes pour redynamiser tous ces systèmes de défense. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme plante, justement? Les plantes adaptogènes, la plus fréquente, dont je vous parle beaucoup, c'est le cassis, qu'on utilisera en gémothérapie. On pourra utiliser... En bourgeon, donc. En bourgeon. Je le dis à chaque fois pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la gémothérapie. C'est très pratique parce que ce sont des petites gouttes dans des flacons. On peut l'utiliser en concentré mère, donc il y a très peu d'alcool dedans. En temps normal, on prendrait 5 à 10 gouttes. Sur une angine à mononucléose, on peut prendre facilement 20 gouttes et jusqu'à 3 fois dans la journée pendant la phase aiguë d'expression, donc pendant 4 jours, 7 jours, et puis après on baisse très rapidement. Ce sont des très fortes doses de gémothérapie que je viens de donner là, puisqu'après on reviendra sur des doses à 10 gouttes 2 fois par jour et un traitement de fond qu'on pourra garder pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans à 5 gouttes tous les matins en entretien. Ça, c'est pour le cassis, mais on peut rajouter plein d'autres plantes et on va rajouter plein d'autres plantes dans ce cadre-là, donc des plantes qui sont adaptogènes, c'est-à-dire très tonifiantes, très boostantes. Donc, on pense au ginseng, par exemple. Ginseng panax, le gingembre aussi, le gingivert officinal, le létérocoque, qu'on appelle le gingembre de Sibérie, sont des plantes qui vont être extrêmement toniques, qui vont vraiment accompagner le malade de la mononucléose pour reprendre de l'énergie. On peut même utiliser de la gelée royale dans ce cadre-là. Et pour rester dans les produits de la ruche, et pas de façon adaptogène, mais de façon très symptomatique et surtout anti-inflammatoire locale, on pourra utiliser le propolis en spray en pulvérisation sur les amygdales. Comme pour une angine, là. Comme pour une angine. Voilà. On a tendance à... En fait, on va traiter ça grosso modo en médecine naturelle comme une angine, mais beaucoup plus fort en posologie et beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça va vraiment aider à restaurer les capacités énergétiques. Ça va soutenir essentiellement nos glandes surrénales qui sont dans l'épuisement, mais aussi nos glandes génitales qui sont nécessaires à la réparation. Et les plantes comme le gingembre, le létérocoque vont avoir beaucoup ce travail-là. Le ginseng aussi, qui va booster un peu ces deux axes importants. Ça va aussi soutenir un peu la thyroïde. La thyroïde, elle est majeure parce que, quand je dis la thyroïde, c'est l'axe qui gère la glande thyroïde, dans lequel cet axe, il y a également toute la réactivité du thymus. Et le thymus, vous avez les lymphocytes T, par exemple, qui sont... Le T, c'est pour thymus, c'est-à-dire que c'est un organe qui sert à faire maturer notre système immunitaire pour répondre à ces agressions. Donc, il faut soutenir aussi cet axe-là, endocrinien. Et on utilisera à ce moment-là de l'avoine, qui sera très, très bienvenue, en teinture mère, mais aussi en alimentaire, avec les porridge, le fameux porridge au flocon d'avoine que je vous ai déjà donné. On pourra, chez les filles, utiliser la sauge dans ce cadre-là, qui aura un effet bénéfique sur les hormones génitales et sur la thyroïde. On l'évitera chez les garçons, parce qu'elle aura plutôt un effet
castrateurs chez les garçons, ils n'ont certainement pas besoin de ça parce que l'énergie de la testostérone, on en a besoin aussi pour récupérer ce tonus. Donc la sauge, ça serait que chez les filles, la sauge angélique, mais l'avoine, ça peut être chez les deux sexes. Et puis moi, j'utilise beaucoup une huile essentielle qui est l'huile essentielle de cyprès, qui est très antivirale, qui va protéger beaucoup la sphère ORL et les poumons aussi, qui a un rôle circulatoire important et donc ça va nous aider à décongestionner les amygdales. À ce cyprès, je peux même utiliser du Ravensara. C'est une des rares fois où je peux prescrire du Ravensara par voie orale. Donc je mets dans mes préparations, mais en simple inhalation ou en massage friction au niveau de la projection des amygdales, c'est déjà très bien. Ok. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de cette association et de synergie, est-ce qu'il y a des complexes déjà tout faits qui existent, qu'on pourrait nommer, plus faciles à acheter pour trouver tous ces produits? Ouais, c'est une question piège pour moi parce que moi, je fais de la composition à chaque fois. Oui. Donc, pour ce genre de traitement, donc malheureusement, là, je ne sais pas vous répondre. Il y a des complexes d'huile essentielle qu'on pourra utiliser comme les gouttes aux essences, comme le Résistime, qui sont des complexes tout faits et qui seront intéressants. Sur Résistime, on est à 3 sachets par jour. On pourrait monter en phase aiguë dans le cas de la mononucléose jusqu'à 5 sachets par jour, répartis dans la journée, en faisant un gargarisme avant de l'avaler. C'est une forme galénique qui est très intéressante. Je pensais à des complexes comme Ristabil, par exemple. Alors Ristabil, oui, c'est très, très bien dans la partie convalescence. D'accord, mais pas en phase aiguë. On peut l'utiliser en phase aiguë, mais j'utilise lui plus en phase de convalescence et d'entretien. C'est une sorte de petit jus de fruits qu'on boit le matin. Il y a l'argousier, qui est une plante importante également à mettre dans cette convalescence, qu'on pourra trouver sous forme de jus d'argousier chez Velleda, ou qu'on pourra trouver sous forme de gémothérapie également. D'accord. On vous cite des marques, on n'a pas du tout d'acquaintance particulière avec ces marques-là, simplement c'est pour vous donner des pistes plus faciles à trouver avec des complexes déjà tout faits. Vitamine C aussi à recommander, à ce moment-là vous parliez de l'argousier. Oui, l'argousier, c'est pour cet apport en vitamine C, et puis parce que c'est une plante qui apporte toute une synergie qui est bénéfique dans le soutien qu'on a besoin. Le cassis est très riche en vitamine C, vous avez des extraits de cassis très très concentrés. Vous avez l'acérola également, qui est une plante très riche en vitamine C. Je vous invite à prendre de la vitamine C naturelle, extrait d'une plante, et éviter la vitamine C de synthèse, qui, dans 50% de votre sachet, ne sera pas efficace. On parle d'ailleurs de vitamine C liposomale. Alors ça, c'est une autre forme de galénique de présentation de vitamine C que moi, je n'utilise pas dans ma pratique courante, mais qui a des intérêts certains. Voilà, c'est déjà un travail, donc ça reste un produit d'extraction naturelle, mais qui est déjà un peu transformé. Donc moi, j'ai plutôt tendance à rester sur le plus proche de l'extrait naturel. Très bien, on a fait le tour un peu des thérapeutiques. Est-ce que le virus, je crois, il me semble, à moins que vous ayez autre chose peut-être à ajouter? Au niveau des thérapeutiques sur la phase aiguë et sur la convalescence, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Après, on aura d'autres choses à faire dans le temps. Alors justement, dans le temps, vous le disiez au début de cette émission, il peut y avoir des résurgences, c'est-à-dire vous parliez par exemple du Covid, ça peut être une grippe, voire même peut-être une angine, je sais pas. Tout à fait, oui. Qui peut venir réactiver le virus et on se dit mais pourquoi j'ai la double peine? C'est ce qui vous est arrivé vous, en tout cas vous soupçonnez fortement par rapport à cette histoire d'Epstein-Barr. À ce moment-là, c'est bien de remonitorer le virus ou pas forcément? Alors vous appelez quoi remonitorer? Revérifier si les taux, si en fait il est sorti de son coffre-fort et si d'un seul coup il est à nouveau actif, je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est un peu, enfin en France et dans mon expérience, je ne connais pas vraiment d'outils autres que les IgG et les IgM pour savoir comment ils bougent. Et je pense qu'on manque un peu de recul pour savoir si une variation d'IgM, parce que normalement les IgM, j'allais dire une bêtise, les IgM, une fois qu'ils sont venus, ils ne réapparaissent plus jamais. D'accord. Normalement, il ne doit plus jamais revenir. Les IgG, eux, peuvent fluctuer dans le temps, mais est-ce que la fluctuation est le témoin d'une résurgence? Je pense que c'est un raccourci un peu rapide et on ne peut pas s'autoriser à dire ça. D'accord. Donc c'est essentiellement la clinique qui peut nous faire suspecter ça. Et après, c'est surtout la recherche, donc avec des outils qu'on n'a pas en cabinet, qui peut éveiller des soupçons sur des résurgences et sur les maladies que j'ai citées tout à l'heure, dans lesquelles les Epstein-Barr pourraient être incriminés.
N'empêche que la clinique est assez parlante et concernant les douleurs neurogènes qui peuvent apparaître avec, qu'on a vu beaucoup avec la Covid, mais qu'on peut voir aussi avec certaines grippes et d'autres angines. Ces douleurs neurogènes elles pourraient être liées à une résurgence de l'Epstein-Barr. Moi, j'ai été traité essentiellement avec des oméga-3 à très grosse dose pendant des temps assez longs. Et ça a arrêté très rapidement la problématique. Et il restait une certaine fatigabilité dans les jambes qui était totalement régressive. J'ai eu l'expérience de le faire non pas que sur moi, mais aussi sur des patients. Et on a eu les résultats assez similaires. Intéressant. En tout cas, est-ce que dans le temps, pour qu'il reste un peu endormi et qu'on évite ces résurgences, il y a des choses à faire régulièrement pour le tenir un peu à carreau, on va dire? Ouais, je dirais tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. C'est parce qu'on va avoir une bonne hygiène de vie qu'on va maîtriser ces moments de fatigue, qu'on va éviter d'être dans l'épuisement, qu'on fera en sorte d'éviter la résurgence de ce virus. Mais c'est vrai aussi pour le zona, c'est vrai aussi pour l'herpès. Donc, éviter les excès alimentaires, les excès de fête, toutes les choses qu'on peut faire quand on ne fait pas très attention à son alimentation. À partir du moment où on commence à faire attention à son alimentation, ça devient une habitude, donc c'est même plus une attention, c'est tout à fait normal. Et on mange très bien en mangeant sainement, et ce n'est pas triste du tout. Et on a des plats qui sont avec plein de couleurs, et plus on le fera correctement, et plus on pourra s'octroyer des petits excès de temps en temps, parce qu'il faut aussi s'agresser pour se mettre en réactivité. Mais c'est la fréquence en fait qui est importante. Donc le principal, c'est d'éviter tout ce qui va créer la congestion et l'inflammation dans l'organisme. Donc là encore, je vous ramène au régime d'épargne pancréatique qu'on a déjà évoqué, avec la mastication longue, avec le fait d'éviter les graisses cuites, l'alcool, les produits laitiers en excès, la farine de blé moderne, et manger en prenant le temps de manger, en étant le dernier à sortir de table, en posant sa fourchette entre deux bouchées et surtout en ne parlant pas pendant le repas. Ça, c'est des choses importantes. Ou alors, si on parle, on pose tout, on a déjà avalé et on engage la conversation. Tant pis si on mange froid après, on se rattrapera, mais au moins on n'aura pas parlé entre deux bouchées parce que là, on se presse à avaler et on ne va pas mettre toutes les enzymes qu'il faut dans notre salive et dans notre bol alimentaire pour ça. Alors merci de le rappeler, c'est vrai que parfois c'est pas toujours facile à faire, oui, mais au moins c'est bien de l'avoir en conscience et puis d'essayer de temps en temps. Surtout quand on est des grands bavards, Anne. N'est-ce pas? On se met à table tous les deux. J'ai remarqué que vous mangiez lentement, docteur Charrier. C'est vrai, ça se voit. Ça se voit, ça, je remarque. C'est pas un défaut d'ailleurs. Je mangeais lentement avant et maintenant je mange un peu trop vite. Mais écoutez, merci infiniment. En tout cas, on a un peu plus d'outils, on est un peu plus équipés maintenant avec cette émission pour savoir comment on peut non pas l'éradiquer, mais en tout cas l'endormir et puis surtout essayer de retrouver une vie, une activité un peu plus dynamique et retrouver de l'énergie. Vous aviez quelque chose à ajouter avant la fin? Oui, je voulais ajouter que toutes ces consignes, elles sont valables pour tous ces types de virus de type herpès. Et puis, je voulais rajouter 2 plantes que j'ai oublié de dire, qui sont importantes. Très bien, alors allons-y. Pour la souffrance des amygdales, vous avez la vigne rouge qui est très connue, qui va nous aider à décongeler ces amygdales quand elles sont dans la phase aiguë d'infection. Et puis l'amandier. Et ces 2 plantes-là, on va les utiliser aussi en gémothérapie. Elles ont une grande fréquence, une grande puissance dans ce type de problématique. Voilà. Alors peut-être que du coup en conclusion, on peut simplement redonner chaque nom. Donc on a parlé du cassis. Oui, ribes nigrum. Ribes nigrum en gémothérapie, en bourgeon, très important. En phase aiguë, on peut un peu surdoser. À fond. On a parlé évidemment après de toutes les vitamines, tout ce qui peut soutenir toutes les plantes adaptogènes. Et là, vous avez cité le ginseng. L'éleutérocoque. Alors, j'arrive pas à le dire. Éleutérocoque. Éleutérocoque. Eleutherococcus anticosus. Voilà, très bien. Voilà. Merci beaucoup. En extrait fluide ou teinture mère. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a cité d'autre? Le ginseng, oui. Le gingembre, qu'on pourra utiliser éventuellement en huile essentielle. Là, il sera extrêmement puissant. Et puis, on a dit la vigne rouge. Vous avez dit gelée royale et propolis. La gelée royale, propolis, l'amandier, l'avoine. Oui, le porridge d'avoine, voilà, pour soutenir aussi la thyroïde. Et puis pour les filles, on pourrait mettre éventuellement un peu de sauge aussi. Alors ça fait beaucoup. Hein. Il y aurait des choses au choix ou ce serait tout ça?
Dans une spécialité comme Ristabile, on a déjà 4 plantes, je pense qu'on a cité. Oui, dans le petit jus dont on a parlé. Donc, ça peut faire beaucoup de plantes. Après, c'est la synergie qui est importante. Donc, c'est Ristabile, R-I-S-T-A-B-I-L, parce que je sais que vous allez me le demander sur les réseaux sociaux, donc je vous donne l'orthographe tout de suite si vous le cherchez. Vous avez parlé aussi de Résistime. Oui, qui est un super produit et qui peut enrayer déjà toutes les poussées d'herpès ou de zona. Quand ça apparaît au tout début, si vous en avez, ça enraye tout de suite les choses. Et après, on peut avoir comme ça des zonas où on va avoir la douleur, mais on n'aura pas les vésicules qui vont sortir. Vous avez des produits comme Viralgil, qui est un baume avec des huiles essentielles qu'on utilise pour les sorties de zona, les sorties d'herpès, qui sont très très bien, qui viennent bloquer ça. Voilà, on a ces choses-là. Et qu'on peut utiliser également en massage sur la gorge, quand on a très très mal à la gorge à cause de ces amygdales qui prennent du volume. Très bien. Ah, si vous m'en demandez, je vais toujours vous en sortir. On n'a pas fini, on fait Anna. Voilà, on n'a pas fini, on est en train de refaire un deuxième épisode, mais c'est bien parce que du coup, on a traité aussi un peu le cas de l'herpès et puis du zona, même si ça pourrait faire l'objet d'émissions à part entière, notamment aussi le zona, qui peut être très invalidant. Merci beaucoup, Dr Charrier, et puis à bientôt. À très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.